L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente une critique de Keyforge. Keyforge est un jeu qui est sorti en 2018, designé par Richard Garfield. C'est un jeu à 2 joueurs de cartes qui se joue aux alentours de 20 à 30 minutes. Bon, là on va tout de suite régler une chose. Si jamais vous connaissez absolument pas Keyforge ou vous voulez en savoir un petit peu plus sur son histoire, allez cliquer en haut ici dans le lien. J'ai fait un blabla ludique il y a 1-2 semaines qui traite un peu du sujet. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder à vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est Keyforge et à savoir si c'est le genre de jeu qui peut vous plaire. Avant de continuer, il faut savoir que Keyforge est un jeu de type un peu collectionneur. Donc si jamais il y en a qui connaissent des jeux de ce genre-là, cependant c'est fait de manière différente. On peut acheter la boîte de base qui va contenir 4 decks. Il y en a 2, entre autres, qui vont être des decks identiques pour tout le monde et 2 decks aléatoires. La boîte de jeu vient également avec une panoplie de tokens qu'on va pouvoir se servir pendant le jeu. Ici, il est à noter qu'il est possible quand même de jouer sans la boîte de base. Tant qu'on a une copie des règles et qu'on peut avoir accès à des différents jetons, des choses comme ça, on peut jouer. Mais dans le jeu, il existe également des decks comme ça. Là, les gens vont dire « Oh mon Dieu, ok, il va falloir acheter des cartes pour pouvoir gagner et être bon. » Et non. Keyforge est un concept tout à fait unique et tout à fait nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que là-dedans, il y a un deck. On a juste à le déballer, puis on peut jouer. Donc, si chacun des joueurs a un petit deck comme ça, il va pouvoir jouer. La composition des decks est absolument unique. Je ne reviendrai pas tout en détail sur ce que j'ai parlé dans mon autre vidéo, mais ça fait en sorte qu'il y a un algorithme qui fabrique chacun des decks de manière absolument différente. Il y a 7 factions qu'il y a dans la partie. Chaque deck va en avoir 3 et il va avoir une pool de cartes différentes. Donc, toujours un nombre exact de chacune des factions. Sans s'éterniser là-dedans, ils ont également un nom tout à fait unique de deck, des fois qui ne fait absolument pas de sens, mais des fois qui est plutôt rigolo. Vous allez pouvoir d'ailleurs voir sur Internet un peu partout différents noms qui sont sortis. Mais on va aller voir comment ça se joue et après ça, je vais vous donner mon avis. Contrairement à mes vidéos de règles habituelles, vous allez avoir un déballage en même temps de Keyforge pour voir c'est quoi l'expérience. Vous allez voir ici, j'ai aussi un playmat, donc un tapis de jeu qu'on peut acheter à part. Donc il ne vient pas nécessairement avec le jeu, mais c'est un grand playmat celui-là pour 2 joueurs. Je vais le mettre de côté. Donc, malgré le fait que la boîte soit tout à fait neuve, j'ai déjà joué plus d'une douzaine de parties de plusieurs decks, mais là, j'ouvre la boîte principale. Bon, comme je vous ai expliqué, le modèle d'affaires est assez spécial. Dans la boîte de base, il se trouve avoir 2 decks qui vont être identiques pour tout le monde, et également 2 decks supplémentaires, en plus d'avoir tous les tokens, tous les jetons qu'on peut servir pour jouer. Donc, la boîte n'est pas nécessaire pour jouer, mais ça va rajouter plein de belles petites choses. Et on va l'ouvrir immédiatement. Donc, il y a les règles ici comme ça, et il y a les petites règles ici, un assistant rapide, mais sur Internet, vous avez accès à tout. Donc, ça, c'est les tokens qu'on va servir, donc les clés qu'on va vouloir forger, on va mettre ça de côté. Et le jeu vient avec les 2 decks de base qui sont ici, et vient également avec 2 decks supplémentaires. La première chose qu'on va faire pour une partie de Keyforge, ça va être de prendre un deck, on va ouvrir la boîte et on va avoir un deck ici comme ça. Donc, chacun des decks est unique, a un nom unique comme j'expliquais déjà, et il y a également un petit code ici qu'on peut remplir. Donc, en dessous de mon doigt, il y a un petit code qu'on peut scanner avec son téléphone et une application, et ça va faire apparaître le deck dans notre base de données. Chacun des decks a également la description comme ça, et voilà, ça c'est chacun des decks. Moi, ce que je vais faire, c'est très simple. Quand je vais déballer un deck, je vais l'ouvrir. Je vais prendre la carte, bon, la checklist, ça c'est un des decks de départ. Mais moi, pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je ne regarderai même pas le deck. Je vais simplement le brasser. Et voilà! On est prêt à commencer à jouer. Aussi simple que ça. Donc, dès que chaque joueur a son deck, le but du jeu, ça va être de pouvoir forger 3 clés. Donc, il va falloir placer ici comme ça des clés qu'on va devoir fabriquer pour pouvoir gagner la partie. Donc, les clés, pour les fabriquer, il va falloir ramasser du Ember, qui se trouve être une ressource comme ça ici. Au début de notre tour, si on a 6 Ember sur notre carte de personnage, on va devoir absolument forger une clé. Donc, on va forger une clé, et voilà, merci, bonsoir, c'est réglé. Le but, c'est d'en faire 3. Le premier joueur à en avoir 3 va gagner la partie. Ensuite, on va déterminer un premier joueur. Le premier joueur va prendre sa main de départ et va piger 7 cartes. Donc, 7 cartes pour le premier joueur et 6 cartes pour le second. Ensuite, on va regarder. Donc là, ici, je vois mon deck. Il y a ces 3 maisons-là ici comme ça.
je vais regarder mes cartes. En début de tour, ce qu'on va faire, bon, le premier joueur, ça c'est une petite règle spéciale, va seulement pouvoir jouer une carte. Donc, son premier tour, étant donné que cette carte, il va devoir seulement en jouer une. Mais après, à la suite de ça, on va avoir une main de 6 cartes et on va pouvoir jouer autant de cartes qu'on le désire. En début de tour, c'est très simple, on va appeler une des 3 maisons. Donc, dans le cas ici, j'ai la maison, j'ai le House Logos, j'ai Sanctum et Untamed. Je vais donc choisir, en regardant ma main, quelle faction. Donc, ici, au Logos, j'ai beaucoup de cartes. Et ensuite, donc, je déclare que je vais appeler Logos. Je peux jouer autant de cartes que je veux de ma main qui sont avec cette sorte-là. Je peux également, si la carte ne m'intéresse pas, la défausser. Parce qu'à la fin de notre tour, on va toujours repiger des cartes. Mais on peut jouer autant de cartes. Les différentes choses qu'on a, donc ça, c'est des artefacts en tant que tels. Les artefacts, comme les créatures, arrivent en jeu exhausted. Donc, de côté, on ne pourra pas s'en servir. Même chose pour les cartes ici. Il y a certaines cartes qui sont des actions qu'on va pouvoir jouer. Donc, on va les jouer, ils vont aller dans la défausse après. Donc, ici, une action. Et il y a d'autres cartes qui sont des créatures. Donc, comme celle-ci. Encore là, les créatures, elles arrivent en jeu exhausted. Mais dans le cas présent ici, je pourrais seulement jouer ceux-là de cette maison-là. Il y a également des fois un petit symbole de Ember ici. Donc, lorsqu'on joue une carte avec un symbole comme ça, on prend simplement un Ember qu'on va pouvoir placer sur notre petit personnage. À la suite d'avoir joué, donc on va choisir, là, donc j'ai choisi la House Lagos ici. Bon, je vais dire, je vais rapidement jouer une location comme ça ici. Bon, les autres, c'est des cartes d'action. À la fin de notre tour, toutes les cartes qui sont exhausted vont se relever. Donc, elles vont être prêtes pour le prochain tour. Dans Keyforge, on peut seulement jouer quand c'est notre tour. Donc, contrairement à Magic, où on peut y aller lorsque c'est le tour de l'autre joueur, la plupart du temps, les habiletés de Keyforge vont être actives seulement durant notre tour, sauf pour les habiletés de combat. On avance un peu dans la partie, donc admettons qu'il y a des cartes comme ça. Au début de mon tour, encore là, ce que je fais, je choisis une maison. Donc, quand je vais utiliser la maison Sanctum, je peux utiliser attaquer avec des créatures ou faire des effets de cette même maison-là, comme je vous expliquais. Le premier tour qui arrive en jeu, par exemple, ils sont exhausted, donc on ne peut pas, mais maintenant, on va pouvoir le faire. Donc, les créatures, ici, ont toujours un nombre de points de vie qui se trouve être leur attaque, et à certaines occasions, ils vont avoir des boucliers. Je vais revenir au combat un petit peu plus tard. Une des habiletés que chacune des créatures peut faire, donc quand c'est notre tour et on appelle la bonne maison, donc les créatures sont activées, on peut la mettre de côté pour l'exhauster, pour reaper. C'est quoi l'habilité reap? Ça se trouve être prendre un Ember et le placer sur notre personnage en prévision de vouloir forger nos clés. Donc on va avoir. Ça, toutes les créatures l'ont, et même s'il n'y a pas le mot-clé décrit, chacune des créatures va avoir cette habilité-là. Certaines créatures vont également avoir une habilité spéciale. Donc, exemple, ici, Reap. Donc, lorsqu'on va reaper avec cette carte-là, on va pouvoir, en plus de recevoir notre Ember, piger une carte. Mais, encore une fois, c'est pas seulement les créatures qui sont écrites Reap qui peuvent le faire. Toutes les créatures peuvent le faire, mais ceux-là ont un petit bonus. Les créatures peuvent également entrer en combat. Donc, encore une fois, si notre maison a été annoncée, donc on peut jouer les cartes, on va pouvoir se battre. Advenant le cas où que ces deux créatures-là seraient en combat, donc l'une contre l'autre, c'est admettons qu'elle serait de l'autre côté. Ce qu'il faut regarder, c'est la créature qui va attaquer. Bon, des fois, il y a des mots-clés comme skirmish, elusive, flank, des choses comme ça. Je vous expliquerai pas tous les mots-clés, ils sont très clairement indiqués. Donc, certaines créatures ont la possibilité d'attaquer, de ne pas recevoir de dégâts en retour. D'autres créatures sont protégées des dégâts lorsque la première fois qu'elles se font attaquer. Mais ce sur quoi je vais vous parler ici, c'est l'armure. Donc, admettons que le sergent Zachiel attaquait le Raiding Knight. Donc, il va lui faire 4 points de dégâts. Les 2 premiers dégâts qui sont faits ce tour-ci sont amortis. Donc, l'armure va l'encaisser. Donc, il va recevoir 2 points de dégâts. On va pouvoir placer des petits jetons, des petits marqueurs comme ça de dégâts sur la carte parce que les dégâts vont rester dessus. Cependant, si une autre créature irait l'attaquer, donc un peu plus tard dans le tour, on utilise, admettons, Lady Maxena qui va attaquer. Et admettons qu'il y aurait déjà eu 2 points de dégâts, l'armure a été absorbée. La prochaine attaque va passer par-dessus l'armure. Donc, c'est pas chacune des attaques qui est restreinte par l'armure. Un coup qu'elle est passée, c'est fait. Cependant, lorsque la créature attaque, l'autre créature va contre-attaquer. Donc, dans l'exemple où on revient avec le sergent Zachiel, je lui ferai 4 points de dégâts, bon, dans l'occurrence juste 2 parce que c'est la première fois que je le frappe du tour, et ensuite, lui, il va faire 6 points de dégâts au sergent. Les créatures vont manger des dommages simultanés comme ça. Comme vous voyez ici, certaines créatures ont aussi des habiletés play, donc lorsqu'elles vont être jouées, il va y avoir une habilité qui va arriver. Sinon, il y a également des créatures qui ont des actions, donc au lieu de pouvoir attaquer ou reaper, on peut simplement les exhauster pour réaliser leur action. Donc, je vais vous laisser découvrir les créatures comme ça parce que chacune est vraiment différente. Il y en a beaucoup différentes. En plus des choses que je ne vous ai pas montrées, il y a également des power cards ici, comme ça, des cartes de pouvoir. Qu'est-ce que ça fait? C'est simplement si une carte te dit de placer, c'est comme des jetons de pouvoir, ça se trouve être la créature gagne plus 1 power.
Aussi simple que ça, il y en a un paquet. Il y a un autre mot-clé important, c'est stun. Le mot-clé stun se trouve à être une carte comme ça. Lorsqu'une créature est stun, sa prochaine action va être obligatoire pour pouvoir enlever le stun. Donc, il va falloir perdre son tour à la réveiller en tant que telle. Donc, il va falloir appeler, maintenant que une créature de House Logos serait stunnée, mais il va falloir appeler à House Logos, activer la créature pour pouvoir enlever le stun et l'exhauster. Donc, c'est vraiment on va perdre un tour avec cette carte-là. Un autre concept très intéressant du jeu se trouve à être les chains. Donc, les chains, on a ici un petit marqueur comme ça, une petite carte comme ça qui va servir à pouvoir comptabiliser les choses. Certaines cartes qu'on a vont être jouées et vont nous dire qu'on va ramasser des chains. Donc, admettons qu'une carte nous dirait on gagne 2 chaînes, on va prendre le petit jeton marqueur ici et on va avoir 2 chains comme ça ici. Et ensuite, on va repiger pour avoir 6 cartes dans nos mains. Cependant, si on a des chains, donc en l'occurrence ici, on va piger une carte de moins. Donc, chaque fois qu'on doit piger et on est restreint à cause d'une chaîne, comme là ici, je repigerai juste pour avoir une main remplie à 5 cartes au lieu de 6 et je vais briser une chaîne comme ça ici. Donc, la prochaine fois que je vais devoir piger, encore une fois, je vais piger jusqu'à 5 cartes au lieu de 6 et je vais briser ma chaîne. Donc, ici, on a le concept qui peut monter comme ça. Vous voyez que ça peut devenir assez punitif d'avoir 4 cartes en moins. Ça se trouve être un petit système. Il y a certaines cartes très puissantes qui sont utilisées, qui nous donnent des chaînes, mais sinon, le jeu vient à faire que ça donne un espèce d'handicap. Donc, on pourrait jouer admettons qu'on jouerait tout le temps en duel un contre l'autre, puis j'ai gagné la partie. L'autre joueur peut commencer avec des chaînes et ainsi de suite. Supposément qu'en tournoi aussi, ils vont peut-être regarder même des decks qui seraient supposés être plus forts, vont avoir des chaînes, mais ça reste à déterminer. Ceci dit, c'est un bon handicap, puis souvent, il y a des cartes très puissantes qui vont utiliser ce mécanisme-là. Quand j'expliquais l'ordre de tour un peu auparavant, il y a une chose qui est importante à savoir en début de tour. Donc, avant que je commence à jouer, si j'ai 6 Ember ou plus sur mon personnage, je vais en enlever 6. Donc, l'exemple ici, j'en ai 6 exactement. Et je vais forger une clé. Donc, comme j'expliquais, le but, c'est de forger 3 clés. Excusez-moi, tantôt, je les ai mis du mauvais bord. Donc, quand elles sont forgées, elles deviennent du côté coloré comme ça ici. Une petite note, advenant le cas où j'arrive pour piger et je n'ai plus de cartes à piger ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? La partie n'est pas terminée. On prend simplement notre défausse, on va la rebrasser et on va la replacer comme ça ici. La partie va continuer comme ça, de tour à tour. Donc, un joueur va jouer, ça va être à l'autre, jusqu'à temps que quelqu'un ait réussi à forger ces 3 clés. À ce moment-là, il va être déclaré le gagnant. Et c'est comme ça qu'on joue à Keyforge. Et voilà, j'ai fait le tour rapide des règles de Keyforge. Bon, avant de continuer, il y a une chose qui est importante à savoir. Dans la boîte de base, il y a un livret pour une partie rapide, donc pour placer le jeu, pour pouvoir jouer. Là, il y a des gens qui sont outrés quand le jeu est sorti. Ça n'a pas de bon sens. Fantasy Flight n'a même pas mis une copie des règles dans la boîte. Mais savez-vous quoi? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, premièrement, étant donné le type de jeu, bon, on ne se le cachera pas, ça reste un jeu qui va avoir une scène de tournoi, des choses comme ça. Lorsqu'il y a une scène comme ça, la règle doit être complète et doit être très précise. Il faut voir ça un peu comme des jeux comme Magic où les règles sont constamment mises à jour, donc il y a toujours un suivi qui se fait comme ça. Keyforge est tout nouveau, il y a des bonnes règles de fait, mais éventuellement, il va y avoir des précisions qui vont être demandées parce que selon la combinaison de cartes, ça va amener différents effets et différentes choses comme ça. Sans aller dans le détail, éventuellement, c'est toutes des choses que Fantasy Flight va répondre. Mais dans la boîte de base, il n'y a pas une explication de tous ces mots-là. Cependant, c'est très facile d'aller sur Internet et pour aller visionner les règles et les règles également à jour. Donc, le mois passé, je sais qu'au mois de novembre, il y a eu une petite refonte des règles. Donc, c'est pas un changement nécessairement, c'est juste pour expliquer quelques petites choses de plus qui n'avaient pas été couvertes par les règles à l'origine. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ça? Si vous avez écouté ma petite vidéo de blabla, vous allez savoir que j'ai un passé. J'ai un passé de Magic. J'ai joué à Magic énormément et j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. La comparaison est facile à faire. Richard Garfield, c'est Magic. C'est un jeu de type collectionneur. Est-ce qu'on retombe dans les mêmes mauvaises habitudes de pay to win, donc de payer pour gagner? Parce qu'à Magic, un peu, c'est ça que ça devenait pour certaines personnes si on voulait être compétitif. Il y a des gens comme moi qui, malgré le fait qu'ils ont joué beaucoup, aimaient quand même jouer en casual, entre amis. Mais ça fait en sorte qu'on veut toujours voir toujours des nouvelles cartes, des choses comme ça. Keyforge décide de remettre ça à zéro puis d'essayer un nouveau concept. Les decks, on peut pas les défaire. Donc, sur le dos des cartes et sur le devant des cartes, il y a le nom du deck. Donc, le nom unique du deck. Le jeu est fait à la base pour ne pas avoir à construire son deck. Ça peut déplaire à beaucoup de personnes. Il y a des gens qui aiment beaucoup les jeux de construction de deck comme ça, comme Magic, des choses comme ça. Ils vont dire, mais là, écoute, je voudrais pouvoir construire mon deck. Pourquoi j'ai un deck aléatoire? Moi, ce que je trouve le fun de ce jeu-là, c'est justement ça. D'avoir un deck aléatoire. D'avoir un deck que je dis, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est ce deck-là. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il va produire. Je sais qu'il y a telle ou telle faction. Bon, si jamais je veux, il y a aussi une liste là, qui a des cartes. Mais moi, de la manière que je joue, je vais vraiment déballer mon deck. Je le brasse et ensuite je commence à y jouer. Mon but, c'est de trouver la twist du deck. C'est de trouver qu'est-ce que ce deck-là fait de spécial. Des fois, ça marche un peu plus boiteux, mais j'ai toujours eu du plaisir à faire ça. Puis là, écoute, je suis rendu à peu près
plus qu'une vingtaine de parties. J'ai encore une panoplie de decks que j'ai même pas déballé parce que je veux justement jouer un deck plusieurs fois pour pouvoir le découvrir. Puis moi, c'est ça le fun que j'en tire à ça. Keyforge me redonne le même feeling que j'ai eu dans les vieilles années de Magic. Mais les gens qui sont pas intéressés à tomber dans ce panneau-là, ben c'est très simple. 2 decks, ça suffit pour pouvoir jouer au jeu. Donc, si jamais vous n'êtes pas certain, vous pouvez justement acheter la boîte de base, comme je disais, qui va contenir des decks supplémentaires aussi. Mais on peut simplement acheter un deck aléatoire, parfait, regarder les règles sur Internet, pouvoir essayer de jouer. Il y a des fois des jeux qui vont être des matchs qui vont être plutôt débalancés, puis c'est pas une mauvaise chose, ça, parce que ce genre de jeu-là gagne avec les moments comme ça, les moments forts. Ça se peut qu'on ait un deck qui soit fort contre des créatures, l'autre deck, finalement, il n'y a pas de créatures dedans, ça fait en sorte que c'est un peu débalancé, mais c'est ça le fun du jeu. On s'est fait un mini tournoi chez moi avec 3 autres amis. Déballer un deck, let's go, on part, puis ça a donné des bons moments, je trouve. Bon, en passant, j'ai fini 2e, malheureusement. Donc, mais sinon, au fil du temps, j'espère que Keyforge va garder cette espèce de fraîcheur-là, de dire que c'est un jeu de, oui, type collectionneur, mais qui a quand même, tu sais, on n'est pas obligé de tomber dans le panneau. Alors, moi, je vais donner la note de 6 sur 6 à Keyforge parce que c'est un jeu qui se hisse rapidement dans mon palmarès. Si on me demandait de faire un top 10, peut-être que Keyforge réussirait à se frayer un chemin là. Je dirais qu'il a eu le même impact un peu que j'ai eu quand j'ai reçu Gloomhaven. 2 jeux complètement différents, mais je suis tombé là-dedans. Puis là, c'est à voir si le hype va pouvoir continuer parce que oui, Keyforge a un gros moment, la sortie est faite, mais ça va être à voir si le jeu va réussir à durer l'épreuve du temps. Moi, personnellement, c'est un concept que j'adore, j'ai hâte d'y rejouer, puis ben, si jamais vous voulez l'essayer, je vous encourage à le faire. Alors c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine.